Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de French.gaming. Après une première vidéo dédiée à la présentation du jeu Europa Universalis The Price of Power, je suis ravi de vous présenter une nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée à l'ensemble des actions que vous pourrez prendre durant votre round. Les actions sont décrites dans le livre de règles, mais sont aussi récapitulées pour la plupart sur les cartes d'aide des joueurs, avec les actions génériques, mineures, administratives, diplomatiques et militaires. Cette vidéo va vous expliquer comment fonctionne chaque action, vous expliquer aussi les implications de leur utilisation, et enfin, rentrer dans le détail des effets de chacune. On commence par les actions génériques. La première action est celle des events. Ici, mandatory signifie obligatoire, cela veut dire qu'un joueur, avant de passer, devra au moins faire cette action de prendre un événement. Prendre un événement durant une de ces actions, cela apporte de l'historicité, des bonus ou des malus, et donne la possibilité aussi de faire des malus aux autres. Pour ma partie d'exemple, j'ai préparé le paquet d'événements, j'en ai sorti 5 il y a 4 joueurs, et j'en ai préparé 3, qui sont la guerre des deux roses, la peste, et les frictions aux frontières. Chaque événement aura un effet ou deux, et quand il y en a deux, il faudra en choisir un. Si on prend l'exemple ici de la guerre des deux roses, hop, voilà, on peut voir qu'il y a deux effets, A ou B, et qu'il va falloir choisir l'un des deux afin de traiter l'effet. Prenons cet exemple de la guerre des deux roses et considérons que le joueur français va prendre la carte. Quand on a deux exemples de choix comme ici, c'est toujours le joueur qui choisit la carte, qui choisit le choix qui lui convient. Ici, le joueur français va prendre le choix A, Crush the Rebels. Le français, qui a pris la carte, va commencer par traiter le cas général de la carte, à savoir ajouter 3 zones de rébellion en Northumbrie. Ensuite, on continue et on va ajouter 3 troupes rebelles en Northumbrie. Tiens l'anglais, laisse-moi tranquille et va donc gérer tes rebelles. Merci. Et ensuite, il doit choisir entre le choix A ou le choix B. Il va prendre le choix A, Crush the Rebels, qui lui dit qu'il peut soit consommer 2 troupes de la réserve de l'anglais, soit rajouter une zone de rébellion en Wales and Wessex. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir de rajouter une autre rébellion en Wales pour continuer à embêter l'anglais. Hop, on la retourne. Sur la carte, quand il y a marqué You, soit, de manière générale, ça concerne la personne qui a pris la carte, soit ça va concerner la personne ciblée par le choix qui a été fait. C'est assez clair en général sur les cartes, et sinon il ne faut pas hésiter à demander. On continue à traiter l'événement. L'anglais gagne un point militaire. Voilà. Il gagne aussi 2 points de victoire, qu'on va marquer sur la piste. Et enfin, on finit de traiter le choix qui a été fait par le français. On lui indique You gain 1 military point. Donc là, le You se réfère à la personne qui a choisi la carte, le français. On lui ajoute son point militaire. On récapitule. On a traité notre événement. On a traité le cas général. On a traité le choix A qui avait été fait par le français. On ne traite pas le choix B qui est en dessous. Par contre, on peut constater qu'il y a un monarque. Ce monarque va devenir le nouveau monarque anglais, qui ne peut pas le refuser. On va lui mettre tout de suite. On retire le monarque actuel, et on met le nouveau monarque apporté par l'event. Comme ça. Maintenant qu'on a choisi notre événement, on va rajouter sur chacun des événements face visible qui n'ont pas été pris, 2 ducats. Et on va révéler un nouvel événement quand c'est possible. Là c'est le cas. On révèle l'événement et on rajoute Comet. Comme vous pouvez le voir, en bas des cartes, il y a des petits logos, des petits signes. Comme cette vidéo va déjà être assez longue au niveau des événements, on va traiter à la toute fin de la vidéo la signification de chacun de ces pictogrammes. Ça va prendre un peu de temps, donc on décale ça à la fin de la vidéo. Enfin, pour en terminer avec la gestion de l'événement, le français a pris son événement, on l'indique comme ça sur la carte de statut. Maintenant qu'il a pris son événement, le français pourra, s'il le veut, passer. On ne peut pas passer tant qu'on n'a pas pris au moins un événement.
Ensuite, quand quelqu'un prend un événement où il y a de l'argent dessus, il le gagne, tout simplement. Et il le met dans le du cas. Imaginons maintenant que nous prenions le dernier événement disponible. Il y a autant d'événements que de joueurs plus 1, il va donc forcément en rester un. Dans notre cas, on va dire que l'Autrichien va prendre la carte mort de Charles le Courageux. Il va le traiter pour commencer à faire l'héritage Bourgogne. Il va rester donc une carte d'événement disponible. Cette carte, on va avoir des petits pictos en bas qu'on va devoir traiter. On ne traite pas l'effet général de la carte, mais on va traiter tout de suite les petits pictogrammes disponibles en bas. On récapitule. On prend la carte, on traite l'événement, on traite les petits pictos. Comme c'est la dernière carte, on enchaîne ensuite avec les pictogrammes de la dernière carte visible qui ne sera pas prise, ces deux-là. Et les ducats sont perdus et il n'y a pas de traitement de l'effet de la carte. Maintenant qu'on a traité les événements, on passe à la deuxième action générique, la diplomatie entre joueurs. Les joueurs, lorsque c'est leur tour, ont la possibilité de faire la diplomatie avec un autre joueur, et un seul, et vont pouvoir faire plusieurs actions. Soit mettre en place une alliance ou un mariage, soit demander ou offrir un soutien financier, et enfin, acheter ou vendre une province. À chaque fois, ça va coûter un point diplomatique, et l'action ne pourra être faite qu'une seule fois avant que ce soit de nouveau le tour du joueur. Imaginons que le Français veuille nouer une alliance avec l'Espagnol. Dans ce cas, c'est très simple. Si l'Espagnol accepte, le Français rajoute un token alliance sur la capitale de l'Espagnol, comme ça. L'Espagnol fait de même sur la capitale du Français. Et le Français, qui est le joueur actif qui a lancé l'alliance, dépense un point de diplomatie. Imaginons maintenant qu'au tour suivant, le Français continue sa diplomatie avec l'Espagnol et veuille mettre en place un mariage. On prend dans la même logique, on met un token mariage sur chacune des capitales. Le Français paye un point diplomatique pour cette action. La petite subtilité en plus étant qu'en cas de mariage diplomatique, les joueurs peuvent tirer une carte du choix du joueur actif. Ici, le Français va décider qu'ils vont pouvoir tirer une carte diplomatique pour le Français et une carte diplomatique pour l'Espagnol. Deuxième action possible après les alliances et les mariages, l'échange de ducats, le soutien financier. Le joueur actif, donc celui dont c'est le tour, peut envoyer ou réclamer un soutien financier à une autre nation joueuse. Chaque tranche de 10 ducats entamés va coûter un point diplomatique. Prenons ici un exemple où notre joueur autrichien veut soutenir l'anglais dans sa future guerre contre le français. Il va lui offrir 10 ducats et cela va lui coûter un point diplomatique. S'il avait offert 15 ducats, la deuxième tranche était entamée et ça lui coûtait donc 2 points diplomatiques. Enfin, dernière action possible, l'achat ou la vente de province. Imaginons ici que le Français veuille acheter une province à l'anglais. Il va lui proposer par exemple d'acheter le Maine. C'est totalement stupide, mais on va prendre ça comme exemple ici, histoire de ne pas attendre la carte d'événement. Le Français donc propose d'acheter le Maine à l'anglais. On enlève le jeton, on met une ville française, et chaque province coûte entre 3 et 15. Donc hop, voilà, on met le Maine. On aurait pu demander plusieurs provinces, mais l'idée ici, on le fait sur une seule province. Le Français va donc devoir payer entre 3 et 15 ducats à l'anglais pour cet achat de province. On va dire qu'ici, il va payer 10. Cette fois, ce n'est pas de la diplomatie, mais ce sont des points administratifs que chacun des deux joueurs impliqués va devoir payer pour cette action. Cette action n'a été possible que parce que le Français avait un claim en région Bretagne. On ne peut acheter ou vendre que des provinces où il y a des claims pour l'acheteur. Et on peut le faire pour plusieurs provinces à la fois. Par contre, il faut noter que le joueur qui vend sa province, mais qui est une province core, comme ici le Maine, va perdre des points de victoire. Il va perdre autant de points de victoire que 2 fois la valeur en revenus de la province. Ici, l'anglais va donc perdre 2 points de victoire. On a terminé la diplomatie entre joueurs, on passe à la nouvelle action générale, la recherche. Au moment du setup, on a installé les cartes de recherche avec en haut les cartes de recherche de base avec un fond vert, celle-là,
ainsi que 2 recherches tirées au hasard pour chacun des domaines. Comment ça se passe de faire une recherche? Imaginons que notre espagnol souhaite faire la recherche diplomatique Quest for the New World. On voit qu'il va devoir dépenser 5 points diplomatiques pour pouvoir faire cette recherche. C'est indiqué en haut à gauche le coût de la carte. On lui enlève alors les 5 points diplomatiques du coup. On indique sur la carte qu'il a fait la recherche avec son petit token. Et comme on peut le voir, il va gagner 2 points de victoire. Hop, on met à jour les points de victoire. Après cette recherche, il a désormais accès à l'action Explore, qui est indiquée sur la carte, et surtout, il y a un Instant Effect qui lui indique qu'il peut gagner un point de monarque de son choix. Il va choisir un point diplomatique. Si à son tour le Français veut lui aussi faire cette recherche, il n'a juste qu'à prendre les 5 points diplomatiques que le coût de cette recherche. Il met son token pour indiquer qu'il a fait la recherche et on met les points de victoire. Le Français qui vient de faire la recherche marque donc 2 points de victoire et l'Espagnol qui avait déjà recherché l'idée marque lui un point de victoire. C'est le cas pour les 2 premiers joueurs après lui qui vont faire la recherche. À chaque fois qu'un de ces 2 joueurs fait la recherche, il gagne un point de victoire. Imaginons que l'anglais fasse la recherche à son tour. Les 2 autres qui ont déjà la technologie montent et l'anglais marque 2 points de victoire. Imaginons maintenant en cas hautement improbable que l'Autrichien fasse la recherche, il gagne 2 points de victoire, mais personne d'autre n'en gagne puisqu'il est le 4e joueur à faire cette recherche. On aura le même fonctionnement pour les autres recherches en payant quand c'est nécessaire des points militaires ou des points administratifs. Il est à noter aussi que certaines cartes du jeu permettent de faire des recherches à moindre coût en allant piquer des recherches déjà trouvées par les autres ou en allant rechercher une action de recherche moins chère avec une petite réduction. Ces cartes-là seront donc intéressantes à utiliser. On passe maintenant à l'action suivante qui est le changement de religion de notre État. C'est clairement une action qu'on ne va pas utiliser tous les jours. Dans le jeu, chaque nation a une religion d'État. Ici, par exemple, le français est un État catholique. À partir de l'âge 2, il est possible de prendre l'action « changer de religion » pour changer la religion de notre État. C'est une action qui est gratuite, mais qui va avoir plusieurs conséquences. Prenons exemple ici sur un Français qui passe protestant. On va commencer par changer le token catholique en un token protestant. Ensuite, on va avoir plusieurs effets qui se coulent sympas. Le premier est une perte de stabilité de 1 point. On perd ensuite 2 points de victoire. On perd ensuite un mariage royal avec une nation de la religion que l'on quitte. Ici, la France a un mariage avec l'Espagne. On enlève les tokens. On va aussi perdre 5 points d'influence dans des régions de la religion que l'on quitte. Donc ici, je vais enlever 5 points d'influence de religion catholique, de région de religion catholique. J'enlève ces 4-là, et une 5e de l'Écosse. On place ensuite ces 5 pions dans des régions de la religion où l'on arrive. Donc ici, je vais placer mes 5 pions d'influence dans des régions protestantes. Évidemment, s'il n'y a pas de région protestante, je perds mes 5 pions. Enfin, pour chacune des régions de notre pays qui ne correspond pas à la nouvelle religion que l'on a adoptée, on va passer des villes en trouble. Donc ici, je vais passer Toulouse en trouble, le Poitou, le Maine, la Champagne, Lyon, Bourbon en trouble. C'est évidemment une carte totalement fictive, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'impact que l'on peut avoir. J'adopte le protestantisme, j'ai des régions qui sont catholiques, donc dans chacune de ces régions, à chaque fois, j'ai une ville, une province qui passe en trouble. On jette ensuite des dés de rébellion pour savoir ce qui se passe dans chacune de ces villes. On va très vite jeter les dés ici pour voir ce qu'il se passe. Pour le Maine, 2 ducats. Pour le Poitou, rien. Pour Toulouse, on perd aussi 2 ducats. Pour Lyon, rien. Pour Bourbon, rien. Et pour la Champagne, on perd un manpower. Voilà, donc là c'est un exemple fictif, mais l'idée c'est de vous montrer que si on n'a pas préparé sa transition de religion, ça peut piquer en fonction du nombre de dés qu'on jette.
Enfin, dernière petite subtilité quant au changement de religion d'État, à l'âge 2, une fois que la contre-réforme est arrivée, il est possible de l'adopter en religion pour notre État. Pour cela, on commence par payer 3 points administratifs, hop là, et ensuite on adopte, avec le nouveau token, cette religion. Et c'est tout. Il n'y a cette fois pas de génération des rébellions et des troubles, c'est beaucoup plus indolore que lorsqu'on passe dans une religion opposée à la nôtre. On passe maintenant au changement de National Focus. Le National Focus va nous permettre d'avoir accès à 2 actions. On pourra faire l'une, l'autre ou les deux. Mais on ne peut pas faire plus d'un seul National Focus par round. La première action consiste à rassembler des points de pouvoir de monarque dans une colonne, en allant le chercher dans les 2 autres, avec maximum 1 point dans chaque colonne. Par exemple, ici, on va dire que notre Français veut faire un focus vers de l'administratif. On va prendre un en diplomatique, un en militaire, et c'est là l'intérêt, c'est de pouvoir refaire quelques cubes quand on en a besoin. L'autre action disponible consiste à défausser des cartes et d'aller chercher d'autres cartes à piocher. On peut défausser jusqu'à 3 cartes, et on ira piocher nombre de cartes défaussées, -1. Notre Français défausse 3 cartes. Il peut donc aller chercher 2 cartes, soit en allant chercher dans l'état de la pioche, ou, et c'est là une subtilité importante, en allant chercher une carte de la défausse en payant 1 point de monarque et 2 de ducat. Le Français va donc défausser ici ces 3 cartes, et aller chercher par exemple un subjugate dont il a besoin. On met les 3 cartes à côté, pour les mélanger après. On va aller chercher une carte administrative, et on va aller chercher le subjugate qui est dans la défausse des cartes diplomatiques. Et on a pioché 2 cartes après avoir défaussé 3 cartes. On a pris une carte de la défausse, on va donc aller chercher 2 ducats dans notre trésorerie, et un point de monarque du type de la carte qu'on a choisie. Voilà, ce sont les 2 actions mises à disposition par le National Focus, la récupération de cubes en fonction des 2 autres types de points de monarque, et le fait de récupérer des cartes. On note le changement de National Focus, c'est important car ce cube ici va pouvoir être récupéré uniquement à la toute fin du nettoyage. On va pouvoir passer à la toute dernière action générique, à savoir l'exploration. Mon action Explore n'est possible que si on a recherché la technologie Quest for the New World, la technologie dont je me suis servi tout à l'heure comme exemple. On commence par pouvoir faire un déplacement naval, c'est-à-dire pouvoir se déplacer jusqu'à 2 dans une zone navale distante, à proximité d'un continent distant. Ici, je vais prendre donc un navire en Western Méditerranée, et je vais me déplacer de 1, 2, donc là, C, ça correspond aux zones là-haut, je peux aller dans cet océan-là. Je peux alors faire mon exploration. Faire une exploration n'est évidemment pas gratuit. Cela va me coûter un diplomatique et un militaire. Une fois que j'ai payé le coût de l'action et que j'ai déplacé les navires nécessaires, je peux ensuite jeter mon dé d'exploration, 2 ici, pour savoir ce que j'ai réussi à explorer. Si je regarde sur la carte, on voit qu'avec un 2, je peux explorer un territoire en bord de la mer où je suis. On a donc ici la possibilité d'explorer la Floride, le Mississippi, la Nouvelle-Grenade ou Guyana. Je vais aller chercher un claim que je vais placer sur la zone que je veux considérer comme explorée. Ici, New Grenada, il y a de l'or, c'est toujours plus intéressant. Les autres résultats possibles sur le dé sont un 1, un 2 avec une tête de mort, ou un 3 avec une tête de mort. Lorsque l'on a une tête de mort, il faut payer un point diplomatique en plus pour sauver le navire. Si on ne le fait pas, l'exploration échoue. Si le résultat de mon dé ne me plaît pas, je peux payer un point diplomatique pour relancer mon dé. Voilà. On peut faire cela 2 fois maximum. On peut constater qu'on aura aussi des nations présentes sur les continents distants. On regarde par exemple ici l'Inde et l'Arabie. Dans cette zone, il n'y a que des nations, il n'y a aucun territoire vierge à explorer. Si on réussit notre exploration, on peut alors mettre notre claim sur une nation plutôt que sur un territoire à explorer. On pourra plus tard lui déclarer la guerre, ce sera toujours intéressant aussi pour gagner des territoires. Pour pouvoir faire une découverte, il faut avoir à proximité soit notre nation, c'est-à-dire une ville sur un territoire découvert, ou un navire, un de nos navires. Prenons le cas ici, où j'ai construit une ville en Guyane.
une colonie. Si je fais un 3, je peux alors découvrir l'Amazonie. Et je place un claim. A noter qu'une fois qu'on a posé un claim sur un continent, on va pouvoir exploiter les ressources sur place. Et donc, mélanger les ressources de ce continent pour le commerce. Ici par exemple, sur le continent 1, le 3 ou le 4, dès que j'ai posé un claim, je peux libérer ces cartes-là, les mélanger au tas de cartes de commerce disponibles. Je prends les nouvelles cartes de commerce que j'ajoute à la défausse et à la pioche de commerce. Je mélange le tout correctement et je fais une nouvelle pioche de commerce. On a ajouté de nouvelles ressources à commercer. Passons maintenant aux actions mineures. Une action mineure est une action que l'on peut faire plusieurs fois dans son tour et qui ne prend pas un tour, contrairement aux autres actions qui elles prennent un tour. On peut donc cumuler les deux. On va commencer par une première action mineure qui est celle de prendre ou de rembourser un emprunt. Durant notre tour, on va donc pouvoir prendre un ou plusieurs emprunts, le maximum étant 5, le 6e emprunt amenant automatiquement la banqueroute. Pas marrant. Prendre un emprunt, ça veut dire recevoir un token emprunt et recevoir les 5 du cas de cet emprunt. Ça peut donc être fait plusieurs fois dans notre tour, en plus d'une action. Rembourser un emprunt revient à rembourser les 6 de cet emprunt et à enlever le token emprunt. Deuxième action mineure, le fait de pouvoir recruter des conseillers ou des leaders. Ces conseillers ou ces généraux sont présents dans ma main et je peux du coup les recruter à mon tour. Ici, je vais recruter un conseiller militaire qui va rapporter un point militaire qui coûte 1 ducat. Je dois immédiatement payer cette somme. Même logique pour les généraux, je prends une carte qui a un général et qui est présent dans ma main, je place le général sous son armée et je paye tout de suite un point militaire, ici le coût indiqué sur la carte. Ce sera toujours 1 ou 2. Call to Arms. L'action mineure suivante est l'appel aux armes. Vous pouvez l'utiliser de manière offensive, quand vous déclarez une guerre, ou de manière défensive, quand on vous déclare la guerre. Prenons comme exemple une déclaration de guerre de la France contre l'Angleterre. La France est alliée avec l'Écosse et la Provence. L'Angleterre, elle, est alliée à la Bourgogne et au Portugal. La France, en action normale, a déclaré la guerre à l'Angleterre. Elle peut donc faire des appels aux armes en tant qu'action mineure, des appels aux armes offensifs. Pour appeler à l'aide de manière offensive, il faut avoir 2 jetons d'influence sur les zones du pays. Pour le cas de l'Écosse, on enlève donc les 2 tokens d'influence, on tourne le token alliance sur la phase de guerre, et on prend la moitié des troupes de l'Écosse que l'on rajoute à notre manpower. Et enfin, on gagne un militaire, car l'Écosse est voisine de l'Angleterre. On voudrait aussi appeler la Provence, mais on ne peut pas les faire, car il n'y a qu'un seul point d'influence dessus, et il en faut 2. Maintenant que la déclaration de guerre et les appels aux armes du français sont terminés, il faut savoir que cette action, le call to arms, peut être faite en réaction. C'est-à-dire que l'anglais, à qui on vient de déclarer la guerre, même si ce n'est pas son tour, peut faire le call to arms de ses alliés. Les alliés de l'anglais sont le Portugal et la Bourgogne. Même s'il a assez d'influence pour l'appeler à l'aide, l'anglais ne peut pas appeler le Portugal dans cette guerre. Tout simplement parce que celui-ci n'est voisin ni avec le français ni avec l'anglais. A l'inverse, la Bourgogne étant voisine avec le français, elle peut être appelée à l'aide. On enlève un point d'influence, on tourne le token sur la phase de guerre, on récupère la moitié du manpower de la Bourgogne, et on gagne un point militaire, puisque la Bourgogne est adjacente avec la France. On peut aussi appeler à l'aide un allié joueur, mais celui-ci peut refuser. Il y a une section des règles sur recevoir un call to arms qui est dédié à cette question. A noter que si un joueur est allié aux 2 nations en guerre, il ne peut être appelé à l'aide que par le défenseur. Pour rappel, pour les call to arms, on ne peut faire un call to arms qu'à une nation qui est en paix et qui est adjacente pour les PNJ, soit à l'attaquant, soit défenseur. Action mineure suivante, Replenish Manpower.
rafraîchir ses troupes. Pour rafraîchir ses troupes, on peut dépenser à chaque fois un point militaire pour déplacer 3 troupes exhausted, donc utilisées, vers 3 troupes dans la réserve. On peut le faire autant de fois qu'on veut, à chaque fois on va payer un point militaire pour 3 troupes. Dernière action mineure, cut ties, rompre les liens. Cette action va nous permettre de récupérer des points d'influence sur le plateau, de récupérer des claims, ou même d'arrêter des alliances. Prenons l'exemple ici le français, qui souhaite arrêter son alliance avec la Provence. On enlève le jeton alliance, on le remplace par une truce, une trêve, qui sautera au moment du nettoyage à la fin du round, et on enlève jusqu'à 5 pions d'influence dans les zones de ce pays. À noter qu'on va aussi avoir des traitements différents si on cut ties pendant une guerre ou pas. Tout ceci est déclaré dans le livret de règles. Il est maintenant temps de passer aux actions administratives. Il y en a 3. Accroître sa stabilité, convertir une région ou coloniser. Commençons par Increase Stability. Pour augmenter sa stabilité, il suffit de payer 5 points administratifs modulés par la stabilité courante. Ici, le français qui est à -1 de stabilité va donc payer 5 -1, 4 points administratifs. Ce sera la même chose à chaque niveau de stabilité et on va accroître le coût au fur et à mesure que l'on monte. Deuxième action administrative, la conversion de région. En payant 2 points administratifs et 3 ducats, il est possible de convertir une région. Cela est possible uniquement si on possède toutes les provinces de la région ou si on possède au moins une province et que toutes les autres provinces sont possédées par des États de la même religion que nous. Pour cela, une fois le coût payé, on place le token de la religion à l'emplacement dédié dans la région, on flippe une de nos villes sur le côté trouble et on jette immédiatement un dé pour chaque ville en trouble de la région. Dernière action administrative, la colonisation. Pour pouvoir coloniser, il faut qu'on ait des claims dans le Nouveau Monde. En effet, on peut payer 4 points administratifs, 4 points de colon, ou un mix, comme on veut, entre les deux jusqu'à 4, pour pouvoir convertir un claim en une petite ville. On enlève le token claim, on place une de nos petites villes, et c'est bon. Mais cela ne peut être possible que si on a un chemin tracé entre notre capitale et nos colonies. Cela veut dire avoir des navires qui font la connexion dans la mer, et ensuite avoir des villes sur place si nécessaire. Par exemple, si on veut coloniser au centre d'un continent, il faut forcément des villes sur la côte qui soient connectées. Attaquons maintenant les actions diplomatiques. Il y en a 4. L'influence, le fait de forger une alliance, le fait de fabriquer des claims, donc des revendications, et le fait de faire du trade, du commerce. L'influence. Il est possible de répandre son influence grâce à cette action. On va pouvoir poser des cubes d'influence dans les zones à proximité. Cela signifie à côté d'une ville, d'un vassal, d'une alliance, d'un mariage ou d'un autre cube d'influence qui était là au début du tour. L'idée est qu'on ne peut influencer que si on a une certaine proximité de la zone cible, c'est normal. Pour chaque cube, on va payer ensuite un point diplomatique ou 3 ducats, sachant que le premier cube est forcément payé par un point diplomatique. Avec cette action, on ne peut pas placer plus de 2 pions d'influence par zone, et on ne peut jamais dépasser le maximum de 5 pions d'influence, toutes nations confondues. Dans notre exemple, l'Autriche va déployer 8 pions d'influence. On veille à ne pas dépasser la limite de 2 pions par zone à chaque fois, et le maximum de 5 pions, tout confondu. On va payer ces pions avec 3 pions diplomatiques et le reste en argent. Notez qu'on ne peut pas placer de points d'influence sur les continents distants. Forger une alliance. On peut forger des alliances avec des NPR. Pour cela, il faut que l'on soit tous les deux en paix et qu'on ait au moins 2 pions d'influence sur les zones où se trouve le NPR. Si le NPR est déjà allié avec un joueur, alors il faut plus d'influence que le joueur là. Pour rappel, un NPR ne peut être allié qu'à un seul joueur. S'il avait déjà une alliance, elle est remplacée. L'action coûte des points diplomatiques à hauteur de la moitié des revenus du NPR, jusqu'à un maximum de 3. Prenons par exemple la Savoie, alliée avec la France, qui a 1 point d'influence sur ces zones, et l'Autriche qui en a 3. L'Autriche a plus de points d'influence que la France,
Elle peut donc placer son alliance à la place de la française et payer 2 points diplomatiques pour cela. En plus, elle gagne 1 point d'influence sur la capitale du NPR. On peut aussi forger des alliances avec des NPR présents sur les continents distants, mais pour cela, il faut aussi avoir au moins un claim sur une de leurs zones. Parlons des claims justement, des revendications. Pour pouvoir fabriquer une revendication, il faut payer 2 points d'influence. Une revendication concerne une zone et non pas un pays. On ne peut pas placer de revendication dans les zones où on a déjà une revendication, ou alors où on possède déjà toutes les provinces. Et on doit évidemment être en paix pour fabriquer des claims. Prenons comme exemple ici la France qui souhaite déposer un claim en Lombardie. Elle défausse 2 points d'influence et place un token claim sur la région de Lombardie. Elle pourra déclarer la guerre à toutes les provinces et tous les pays ayant des provinces dans cette région. Pour fabriquer un claim sur un continent distant, il faut être adjacent à un autre royaume par la terre et contenir une province NPR, un vassal ou une ville. Passons maintenant au trade, au commerce. Cette action, qui va utiliser nos marchands, va nous permettre de gagner de l'argent. C'est une des actions principales du jeu pour gagner de l'argent. C'est une action qui coûte 1 point diplomatique. On commence par révéler 3 cartes de commerce. Si on ne veut pas ou on ne peut pas remplir les conditions des cartes de commerce, on peut les discard, les défausser, et collecter 2 ducats. Si on peut commercer, alors on peut déplacer un de nos light ships en respectant les mouvements d'Avo pour aller connecter un nœud distant où on veut commercer ou y accroître notre pouvoir de commerce. Si nécessaire, on peut remplacer un navire adverse dans les slots protégés pour le commerce. A noter qu'on ne peut pas commercer dans une zone hostile, c'est-à-dire une zone occupée par des navires ennemis. Prenons un exemple concret. L'Espagne paye 1 point diplomatique pour commercer et pioche 3 cartes. Une carte de commerce donne le nom de l'item que l'on vend, donne le tableau pour savoir combien on va recevoir en fonction de notre influence commerciale, et résume les nœuds commerciaux ainsi que les provinces clés pour accéder à ce nœud commercial. Si on regarde les cartes que l'on a tirées là, les nœuds commerciaux qui vont intéresser l'Espagne sont Bordeaux, Gênes et Séville. L'Espagne choisit ici de commercer à Séville pour du poisson. Elle déplace donc un marchand disponible sur le nœud de Séville. On regarde ensuite quelle est son influence commerciale, c'est-à-dire combien elle a de bateaux commerciaux connectés à Séville. Chacun va rapporter 1 point, son marchand va rapporter 1 point, et ensuite chaque ville décrite dans les Key Provinces lui rapporte 1 point si elle les contrôle. L'Espagne cumule donc 6 points de commerce, ce qui va lui rapporter 7 ducats. 6 plus, ça donne 7 ducats. Si le nœud avait été étendu, ce serait du 9 ducats. Imaginons que le français soit aussi présent avec un marchand sur le nœud activé. On regarde alors combien il gagne. Ici, il aurait 2 points d'influence commerciale, un avec le navire, un avec son marchand. Il gagnerait donc 3 ducats, comme indiqué sur la carte. En cas d'égalité, sur une même ligne, c'est le joueur qui joue qui décide qui descend au niveau inférieur. Si le français avait eu lui aussi 6 ou plus, il se retrouvait en haut, et l'espagnol aurait décidé de descendre le français d'une ligne qui n'aurait gagné que 5 et non 7. Une fois le commerce terminé, on incline le marchand qui a commercé pour indiquer qu'il a été consommé. Il ne pourra plus, de tout le round, commercer. Passons maintenant aux actions militaires. Il y en a 4. Déclarer une guerre, activer des unités, recruter ou supprimer des troubles. Commençons par la première action militaire, la plus violente, déclarer une guerre. Cette action va vous coûter 1 point militaire et va nécessiter plusieurs conditions. On va commencer par définir les royaumes ciblés par notre déclaration de guerre. Sauf cas spécifique, on ne peut pas déclarer la guerre à un royaume s'il n'entre pas dans les conditions d'interdiction. Il s'agit d'un allié, d'un royaume avec qui on est en trêve, d'un royaume joueur qui a déjà passé, d'un royaume non-joueur allié à un joueur qui est en trêve avec nous qui a passé, d'un royaume du Saint-Empire qui répond aux conditions précédentes, d'une nation d'un continent distant pour laquelle on n'a pas encore de revendication, ou quand on est en interrègne. Autrement, on peut déclarer la guerre. Prenons l'exemple suivant, avec la France. Elle va déclarer la guerre
à tous les royaumes présents en Lombardie. Si on peut déclarer la guerre, on va procéder par étapes. On commence par payer un point militaire pour notre déclaration de guerre. On annonce ensuite les royaumes cibles de notre déclaration de guerre et on place un token guerre sur leur capitale. On perd 2 de stab pour chaque royaume cible où on n'a pas de casus belli et 1 de stabilité pour chaque cible avec laquelle on a un mariage actif qui n'est pas en succession contestée. On fait ensuite les call to arms, d'abord les offensifs, puis les défensifs. Ici, dans notre exemple, la France appelle la Provence à l'aide, et on gagne donc un point militaire en plus de la moitié de ses réserves militaires. Milan appelle l'Autriche à l'aide. On supprime tous les tokens d'influence présents dans les zones cibles des pays ciblés. Ici, la France en retire donc 3. Si les troupes de l'attaquant se trouvent dans une province des défenseurs, il y a une bataille automatiquement. Si plusieurs pays sont attaqués, ils défendent ensemble face à l'agresseur. Si aucune bataille n'a lieu, alors l'attaquant a le droit soit à une activation gratuite, soit à un recrutement. Passons à la deuxième action militaire, l'activation d'unités. Cette activation va concerner soit les unités terrestres, soit les unités navales, et coûte un point militaire. Activer une unité terrestre donne la possibilité de faire une des options suivantes, soit un déplacement terrestre, soit des sièges. Pour un déplacement terrestre, on sélectionne un pion militaire, soit une armée, soit une unité seule, et on peut la déplacer jusqu'à 2 régions, 2 zones. Elle doit terminer son mouvement si elle entre dans une zone neutre ou hostile. Dès qu'elle entre dans une zone où se trouvent des unités ennemies ou des territoires ennemis, une bataille a lieu immédiatement. Dans le cas d'un déplacement à travers une montagne pour déboucher sur un territoire hostile ou neutre, il va falloir payer des points militaires supplémentaires. Les 3 premières unités déplacées sont gratuites, mais il faudra payer un point militaire supplémentaire pour chaque groupe de 3 unités en plus. Prenons l'exemple ici, où notre Français va déplacer une armée de 9 troupes à travers les Alpes pour déboucher en Lombardie. Elle doit donc payer 2 points militaires supplémentaires. Continuons sur notre exemple. Le Français s'est déplacé, il a payé ses 3 points militaires en tout, il arrive en Lombardie, c'est un territoire avec des provinces ennemies, il y en a beaucoup, il y a donc combat automatique. Tous les royaumes ciblés par ces déclarations de guerre s'allient et lèvent des troupes pour pouvoir se défendre. L'ensemble des royaumes alliés pour se défendre contre la France lève donc 15 troupes. C'est un gros combat qui débute, je ne le couvre pas ici, mais on va considérer que la France le gagne. Continuons pour les unités terrestres avec la deuxième action possible, celle du siège. Ici, le Français a gagné son combat et a une armée dans une zone où se trouvent des provinces adverses. On va regarder la quantité de points de siège disponibles. Ici, le Français a 2 canons et 2 troupes normales disponibles. Chaque canon va apporter 2 points de siège, une troupe normale 1. S'il avait de la cavalerie, ce serait 0,5 points de siège par cavalerie. On a donc 6 points de siège disponibles pour le Français. Il va assiéger suffisamment de villes pour atteindre avec ces 6 points de siège les points de revenus en assiégeant les grosses villes et les petites villes, les grosses villes étant 2 points de revenus. On marque les villes assiégées. Ici, cela va nous coûter 4 points militaires. 1 point militaire pour l'action, plus 1 point militaire pour la deuxième troupe, et 1 point militaire pour chaque canon. Avec 4 points militaires, on assiège tout de suite les villes jusqu'à un total de 6 qui était le nombre de points de siège qu'on avait disponibles. On a traité les déplacements terrestres, il est temps de voir les activations navales. Le mouvement naval comprend 2 possibilités. Viser une zone de mer et y déplacer des navires, ou sortir tous les navires voulus des ports. Commençons par l'action undock, le fait de sortir des ports. Pour 1 point militaire, on peut sortir autant de navires qui sont dans les ports que l'on souhaite. On les place dans les mers adjacentes à ces ports. Ici, par exemple, l'Anglais va payer 1 point militaire et sortir autant de navires de ces ports qu'il le souhaite. Deuxième option, en payant 1 point militaire, on désigne une zone où on souhaite aller et on déplace les navires qui peuvent le faire, c'est-à-dire ceux qui peuvent faire 2 déplacements navaux pour aller jusque-là. Ici, on prend exemple sur l'Anglais et on va aller déplacer 2 de nos navires dans la mer que l'on cible. A noter qu'un navire qui finit son mouvement dans une zone où il n'y a pas de guerre peut occuper un slot de commerce.
Notez qu'il est possible de traverser la mer avec ses troupes. Pour cela, il faut créer un pont de bateau. Chaque bateau du pont pourra transporter 3 troupes. Si, d'Espagne, on veut aller en Corse et transporter 6 troupes, il faudra donc 2 bateaux dans chacune des mers pour pouvoir y aller. La troisième action militaire possible est celle du recrutement. En payant un point militaire et le nombre de ducats requis, on peut recruter autant d'unités militaires disponibles et souhaitées, que ce soit les unités terrestres ou les unités maritimes. Pour recruter, on va cibler une zone où on veut recruter et on va calculer sa MC, sa Military Capacity. Il s'agit de la quantité de troupes que l'on peut lever qui correspond au niveau de taxe de cette province et des provinces voisines. Toute province voisine par la mer compte aussi. Évidemment, tout territoire occupé ne permet pas le lever de troupes chez les voisins. Prenons ici un exemple où l'Espagne va recruter dans sa capitale. Elle va avoir droit à 4 troupes grâce à sa capitale, 4 troupes grâce à la Léon et 3 grâce à l'Andalousie. Elle peut donc lever un total de 11 troupes sur sa capitale. Elle n'avait que 8 troupes disponibles, on crée donc une nouvelle armée avec ces 8 troupes. Ce sera une armée uniquement d'infanterie, on va donc payer 16. On va aussi lever 2 navires de commerce qu'on va placer dans les ports. Chaque navire vaut 4, on les place donc chacun dans un port. 16 et 4 et 4, 24. On paye la somme en ducats et on paye un point militaire pour cette action de recrutement. Place à la dernière action militaire, Suppress and Rest. On va gérer les troubles. Pour un point militaire par province, on va pouvoir retourner une province en trouble en un statut normal. Prenons l'exemple ici, le français va payer 3 points militaires pour retourner 3 villes qui sont en trouble et retrouver leur état normal. Et voilà, on a terminé de faire le tour de nos actions. Mais surprise, il y en a encore. Pour ce dernier lot d'actions, on va aborder le fait de jouer une carte, de jouer une action d'une carte, d'excommunier, d'appeler à la croisade et d'augmenter son pouvoir impérial. Commençons par le fait de jouer une carte. Une des actions que l'on peut faire, en plus des actions basiques, c'est tout simplement de jouer une carte de notre main. Dans ce cas-là, par exemple pour la France, on pose la carte, on applique les effets, ici c'est une carte qui va créer de nouvelles actions, et on paye le coût de la carte. On vient donc de jouer une carte et de la poser devant nous. Ces cartes, qu'elles soient diplomatiques, militaires ou administratives, vous permettent d'avoir des actions en plus que vous pourrez jouer à votre tour. Prenons exemple ici pour le français, qui a désormais une carte de développement et qui peut faire des actions dessus. On va faire une action qui va nous permettre d'agrandir une ville. Elle coûte 1 point et une utilisation. L'excommunication. Le joueur qui contrôle le pape peut déclarer une excommunication contre un royaume catholique. Cette action coûte 2 points de diplomatie. Si c'est un joueur, la cible perd 1 point de victoire, un cardinal, et doit enlever 4 cubes d'influence des zones catholiques. Ici, par exemple, le joueur espagnol fait excommunier le français. On applique les effets immédiatement. Durant tout le round, et jusqu'à la phase de nettoyage, tous les joueurs ont un casus belli d'excommunication contre la cible de cette action. L'appel à la croisade. Pour 2 points diplomatiques, on peut déclencher une croisade sur une région où se trouvent au moins 2 provinces musulmanes. Une fois cela fait, on peut déclarer gratuitement une guerre au pays ciblé. On gagne 1 point de victoire et 2 infanteries de mercenaires gratuites. Tant que le token de croisade est en place, cela fournit un casus belli de croisade à tous les royaumes catholiques. Enfin, dernière action disponible, celle-ci ne l'est que pour l'empereur, augmenter son autorité impériale. On peut dépenser autant de points administratifs que le niveau de pouvoir impérial actuel plus 1. Ici, dans notre exemple, l'Autriche va monter à 4 en payant le niveau actuel 3 plus 1, 4. Voilà, on arrive à la fin. Je sais que j'avais promis de vous parler des events et de leurs symboles, mais au vu du temps déjà passé sur la vidéo, on va s'arrêter là et il y aura une vidéo dédiée à la traduction des symboles des events. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu trouver les informations que vous souhaitez. Comme d'habitude, si vous avez trouvé des erreurs, n'hésitez pas à me le dire pour les corriger. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. A bientôt pour une prochaine vidéo.